Bonsoir à tous, il est 19h50. Bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi 6 juillet. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience ce mardi Bénédicte Okeorama, président directeur général d'Afreximbank au palais de la présidence de la République. Des échanges qui ont tourné autour de l'économie du pays. Les résultats du brevet d'études de premier cycle session 2021 sont connus. 41,27% de taux de réussite cette année, soit une perte de près de 12 points en comparaison à 2020. Le chef du gouvernement a annoncé la réactivation du Conseil national de lutte contre la vie chère le 2 juillet dernier. Comment cette mesure impactera les consommateurs? Nous le verrons dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce mardi au palais de la présidence de la République avec Bénédicte Okeorama, président directeur général d'Afreximbank. Les deux hommes ont abordé les questions économiques du pays, mais aussi de la sous-région. Pierre Dipomélin. Le Nigérian Bénédicte Okeorama, président directeur général d'Afreximbank, chez le président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Les échanges ont porté sur les initiatives et les engagements de la Banque africaine d'import-export aux côtés de la Côte d'Ivoire, un établissement financier dans lequel la Côte d'Ivoire a accru son investissement en 2015 après l'ouverture d'une succursale à Abidjan un an avant. Nous sommes venus lui parler des différentes initiatives que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, des transactions qui s'élève à environ 3,5 milliards de dollars. Nous avons également discuté les progrès que la Côte d'Ivoire a fait concernant le vaccin, les vaccins en fait pour le Covid-19. Nous avons également discuté toutes les initiatives que nous avons avec l'Union africaine et toutes les autres entités africaines. Afreximbank est une institution multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra- et extra-africain. Elle a été créée en octobre 1993 par les gouvernements africains, les investisseurs privés et institutionnels africains. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a réaffirmé ce mardi le soutien de son institution bancaire à la mise en œuvre du plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Akinwumi Adesina a échangé à la primature avec le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, avec qui il a évoqué plusieurs sujets de coopération. Écoutons le premier responsable de la BAD au terme de cette rencontre. Il avait assuré son Excellence, Monsieur le Président, de deux côtés. Au titre personnel, moi je suis ivoirien, nigérien, et donc que vraiment je soutiens fortement le plan national de développement et aussi au titre en tant que la Banque africaine de développement pour lui assurer et tous les gouvernements de la soutien sans faille de la Banque africaine de développement pour le mettre en œuvre de ce plan national de développement. Nous faisons aujourd'hui un financement de ce pays avec un montant de 2,7 milliards de dollars en tant que portefeuille de la banque ici. Et depuis que moi j'ai été nommé président de la banque depuis 2015, nous avons déjà augmenté par 4 fois notre investissement ici. Et il y a une raison pour ça. Parce que vous savez que je suis un petit frère de son Excellence, Monsieur le Président. C'est mon honneur d'avoir un président chef de l'État qui est une économiste renommée globalement. Donc c'est pour moi de faire tout possible, on travaille avec lui pour mettre en œuvre toute son vision pour la transformation de ce pays. 41,27% de taux de réussite cette année aux épreuves du BEPC, un résultat en net recul par rapport à la session 2020 et c'est 53%. Près de 12 points de perdus. Nos reporters Salifia Lekwe et Fulgence Kissiedou ont fait le point pour vous à la mi-journée. Fortune diverse cet après-midi du mardi dans les centres d'examen ayant accueilli le brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est le jour des résultats. Il en ressort un taux national de réussite de 41,27% en recul de 11,9 points. Les admis explose de joie. C'était dur. On a beaucoup bossé, on a beaucoup frappé aussi. Mais ça a marché. On a gratté dur, puis on a forcé aussi. Il y a un bout d'eau, facile, il n'y a pas eu ça là, c'était pas bon. Dieu n'est pas méchant. Grande tristesse pour les malheureux recalés
consolés par leurs proches. Cette année, pas de proclamation publique, Covid oblige. Mais sur le terrain, sous l'effet de l'émotion, il est bien difficile de mettre en application cette mesure du ministère de l'Éducation nationale. Le responsable de ce centre est à la tâche pour essayer de recadrer. On ne fait plus comme avant où on proclamait les résultats. Et à cause de la situation de Covid, on est obligé de procéder ainsi. En fin de matinée, la directrice des examens et concours a publié les résultats officiels. L'examen du BEPC 2021 a vu se présenter effectivement dans les 816 centres de composition 468 668 candidats, dont 222 017 filles et 246 651 garçons. Dans cet effectif de présent, 193 398 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 41,27% en 2021 contre 53,17% en 2020. Le taux de réussite nationale connaît donc un recul de 11,9 points par rapport à 2020. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition respectifs est de 72 heures à compter du mercredi 7 juillet 2021 à 7h30. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation, eux, seront publiés le 12 juillet 2021 à 14h. Et face à la montée des prix de plusieurs produits sur le marché ivoirien, le chef du gouvernement en mission de proximité le 2 juillet dernier a annoncé la réactivation du Conseil national de lutte contre la vie chère, un conseil qui n'avait pourtant jamais stoppé ses activités. Alors que signifie réellement cette annonce? Un éclairage de Nadia Eja et Eric Kimou. Réactiver le Conseil national de lutte contre la vie chère pour juguler les fluctuations incontrôlées des prix des produits de consommation, c'est l'annonce faite par le chef du gouvernement Patrick Achi au cours d'une visite de terrain dans les marchés et industries le 2 juillet dernier. Nous avions décidé de réactiver et de renforcer le Conseil national de lutte contre la vie chère. C'est un organe qui a déjà été mis en place, mais qui dans le contexte du corona et de plein d'activités avait ralenti ces réunions, le rythme de ces réunions, donc on allait les accélérer. Qu'implique cette réactivation? Pour la secrétaire exécutive de cet organe de régulation, il s'agit surtout de renforcer les actions du Conseil d'orientation, une des structures qui composent le CNLVC, avec les comités techniques et le secrétariat exécutif. Ça va au-delà de juste plafonner les prix ou encadrer les prix. Il y a des mesures structurelles de réforme de l'économie, de réforme du secteur du commerce et le Conseil d'ailleurs agit pas uniquement dans le secteur de l'alimentation, mais également sur les principaux postes de dépenses des ménages. Au sein de la population, les attentes sont nombreuses face à un conseil jugé trop discret. Je pense qu'ils doivent aller vers les populations. Des fois, on nous fait des émissions télé où on nous présente des personnes même qu'on ne connaît pas. Nous, on ne voit rien, on ne sent rien. Quand on se lève le matin, on voit que telle denrée a augmenté. Nous avons vu en Côte d'Ivoire des campagnes de sensibilisation pour adhérer à la CEMU, pour adhérer à d'autres produits. Mais il serait aussi préférable de faire cette campagne-là pour faire connaître la commission et que cette commission-là soit installée dans tous les marchés publics. Des plaintes que s'est engagé à adresser favorablement le CNLVC pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La secrétaire exécutive a appelé la population à se saisir des lois et être solidaire face aux commerçants véreux. S'ils ont l'impression que la vie est chère, on ne nie pas leur état de fait. On ne dit pas qu'ils ont tort de penser cela. Mais on veut simplement les rassurer pour leur dire qu'un travail est fait. Qu'un travail est fait, un travail qui va se faire de manière plus intensive, que ce soit au niveau des contrôles. Ça a été annoncé par le Premier ministre. Il faut aussi que les consommateurs, on les invite à prendre conscience que c'est eux qui ont le vrai pouvoir et à ne pas se laisser faire par les commerçants, surtout les commerçants qui ont des pratiques illicites sur le marché. Les commerçants ne respectant pas les prix plafonnés par le gouvernement sont considérés en infraction et risquent des sanctions.
Des visites inopinées ou suscitées par les consommateurs sont régulièrement organisées par le ministère du Commerce. Le Conseil national de lutte contre la vie chère, quant à lui, publie régulièrement les prix moyens des produits de grande consommation pour une meilleure information à l'acheteur. Il s'agit d'un outil d'évaluation de l'efficacité de notre système d'état civil. L'annuaire statistique d'état civil 2020 et son rapport d'analyse ont été présentés ce mardi aux acteurs nationaux de l'état civil ivoirien et aux partenaires au développement. C'était lors d'un atelier tenu au Palm Club dans la commune de Cocody que les informations relatives aux naissances, décès, mariages et divorces enregistrés au cours de l'année 2020 ont été rendues publiques. Brice Niawa et Aruna Zeba. Des responsables de ministères et ceux des organismes internationaux, y compris ceux des agences techniques, tous disposent désormais de l'annuaire statistique de l'état civil 2020 et son rapport d'analyse, remis par le directeur général de l'administration du territoire, représentant le ministre de l'Intérieur aux acteurs de l'état civil. Ces deux documents aideront à la prise de décision efficiente et à la planification du développement. Généralement, ce que les pays francophones font, c'est de faire les enquêtes de vie et de ménage, notamment le recensement général de la population pour savoir quel est le potentiel démographique dans leur pays. On fournit les données brutes, mais après ça, il y a un rapport d'analyse. Et après le rapport d'analyse, il y a des recherches thématiques, thèses, etc. sur ces données-là. Et ça nous permet d'améliorer le système. Actuellement, les nouveaux mécanismes se trouvent dans chaque maternité, dans chaque centre de vaccination. C'est une excellente opportunité pour les familles de pouvoir enregistrer leurs enfants dès la naissance, dans le délai de 3 mois, là où ils naissent ou là où ils sont vaccinés. C'est pour rapprocher les services auprès de la population pour que l'enregistrement puisse être effectif pour chaque enfant en Côte d'Ivoire. En tant que sous-préfet, ce document me permettra de savoir le taux des naissances, des décès dans ma sous-préfecture, dans ma localité. Il nous permettra aussi de voir nos besoins en termes de registre, en termes d'imprimés, en termes d'extraits de naissance à produire. Ce rapport fait état de 811 511 naissances en 2020 et 53 688 décès contre 698 615 naissances et 45 995 en 2019. Vous avez sûrement toujours en mémoire l'événement malheureux survenu dans la localité de Tiéni-Séabli la semaine dernière, l'assassinat d'une jeune fille par son petit ami qui se trouve être d'origine guinéenne, une situation qui avait provoqué des troubles entre autochtones et ressortissants guinéens. Le commandant supérieur de la gendarmerie a appelé au calme lors d'une rencontre hier lundi avec les populations de cette localité. Pierre Dipomela. Le commandant supérieur de la gendarmerie à Tiéni-Séabli, une petite localité dont la quiétude a été troublée le 29 juin dernier par le meurtre de Guéhi Nadia Charlène, une élève en classe de 3e, retrouvée morte par strangulation chez son petit ami. Ce crime a provoqué des troubles sociaux entre les autochtones et les communautés étrangères. Le général Apalo a démarré ses rencontres par une visite à la famille Guéhi qui continue de pleurer sa fille. Nous savons que vraiment c'est très dur, ça fait mal. Mais au nom de l'humanité, voilà, nous demandons pardon, de savoir trouver quelque part le plus petit motif pour pardonner. Ça ne veut pas dire que la justice ne va pas se faire, mais pour dire que bon, si... comme on ne voit pas le destin, mais quand même nous sommes croyants, si Dieu a permis ça, c'est que c'était son destin. Voilà. Donc vraiment nous disons aux parents de savoir trouver un motif pour se calmer. Il est venu dire sa compassion en des mots très touchants. Et pour nous, c'est une bonne chose qui peut rassurer nos parents, qui peut apporter la paix dans ce département. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les incidents qui ont été causés par la mort de notre jeune sœur, de notre jeune fille, sont derrière nous. Son petit ami, un ressortissant guinéen, avait pris la fuite provoquant la colère des jeunes du village. Ils se sont attaqués aux biens des communautés étrangères. Ce Guinéen, qui avait fui le village, revient récupérer ses biens. Ça a cassé les magasins partout.
ça nous fait peur. Quoi qu'on enlève, on évacue notre bagage. C'est à cause de ça qu'on l'a évacué. Maintenant, on a demandé tout le monde, il dit nous, on n'a qu'à lever le bagage. Là, on va regarder ce qui va passer après. Si on peut retourner ou bien aussi, on peut faire. Mais si le bagage est gâté, ça ne nous arrange pas. Face à ces tensions qui sont restées vives, le commandant supérieur de la gendarmerie a rencontré autorités traditionnelles, religieuses, administratives, ainsi que des élus locaux au centre culturel de Fakobli. Apaisez-vous, mes jeunes, les présidents des jeunes qui sont là, non? Parlez à vos gars, parlez à vos petits frères, parlez à vos grands frères. Calmez-vous. Vous vous calmez, il n'y a rien d'impossible. Mais on ne s'impose pas à la loi. La crise s'est étendue aux villages environnants. Par peur des représailles, les communautés étrangères ont fui, abandonnant leurs habitats et leurs biens. Un émissaire de l'ambassade de la Guinée en Côte d'Ivoire a fait le déplacement pour mener des négociations auprès des villageois. Un établissement scolaire flambant neuf, un château d'eau et une série d'autres dons, c'est la contribution d'une coopérative à la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao à Oupuyo, dans le village de Amaragui, dans le district du Bassa-Sandra. Des précisions de Jean-Michel Quadio. Les clés d'un établissement de 6 classes, un bureau et des latrines ont été remises officiellement aux populations d'Amaragui. Une action citoyenne de la coopérative agricole Kwasi Sikosson, qui milite contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Notre contribution pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est que nous avons notre soutien par rapport à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. C'est pour cela que nous avons construit ces 2 bâtiments de 6 salles de classe équipés. Et également, nous avons renforcé nos différents IP en moto pour qu'ils puissent être efficaces dans les hameaux les plus reculés, aller sensibiliser les producteurs pour leur dire que la place de l'enfant, c'est à l'école. C'est aussi un appel que je lance à tous les enseignants de prendre soin de ce bâtiment et d'être plus efficaces. Plusieurs engins ont également été offerts aux inspections d'éducation primaire pour renforcer leur efficacité sur le terrain. Le tout couronné par la construction d'un château au profit des villageois. Vraiment, nous sommes contents d'avoir reçu cette pompe hydraulique parce que grâce à cette pompe, maintenant nous avons de l'eau potable. Il y a seulement quelques jours, des trafiquants d'enfants ont écopé des peines privatives de 10 ans à Bouna, dans le nord du pays. Et on l'a appris ce lundi, Interpol a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta, l'un des fils de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un journaliste d'investigation en 2016. Karim Keïta a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter. Des précisions de Yeli Traoré. L'enquête qui vise Karim Keïta concerne la disparition d'un journaliste d'investigation, Birama Touré, qui travaillait pour l'hebdomadaire Le Sphinx de Bamako. Il n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016, selon sa famille. Les proches du journaliste disent craindre qu'il ait été enlevé, torturé et tué après plusieurs mois de détention. Le directeur du Sphinx avait affirmé en 2018 que son ex-reporter avait auparavant approché Karim Keïta à propos d'un dossier qu'il présentait comme compromettant pour le fils du président. Estimant avoir été diffamé par le Sphinx, Karim Keïta, qui a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter, avait porté plainte en 2019 pour diffamation contre le directeur de la revue et contre un journaliste d'une radio privée de Bamako qui lui avait ouvert son antenne. Cette plainte en diffamation avait toutefois été jugée irrecevable pour des questions de forme par la justice malienne. Le directeur du Sphinx, craignant pour sa sécurité, a pour sa part trouvé refuge en France. Considéré par de nombreux Maliens comme personnifiant la corruption du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, Karim Keïta avait disparu des radars lors du coup d'État du 18 août 2020. Il était réapparu quelques jours plus tard en Côte d'Ivoire. Élu député en 2013, l'année de l'arrivée au pouvoir de son père et réélu en 2020, Karim Keïta avait démissionné de la puissance présidence de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tôt, au plus fort de la contestation contre son père. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur NCI.